De douleurs tenaces. En cas de douleur au cervical, quand et qui consulter? Comment soulager les raideurs ou les contractures musculaires? Est-ce que des thérapies manuelles ont prouvé leur efficacité? Et quand doit-on recourir à la chirurgie? On parle donc de ces douleurs cervicales avec le docteur Jean-Yves Meigne. Bonjour. Bonjour. Rhumatologue, ostéopathe à l'hôpital Cochin à Paris. Et Florian Patalagoiti, kinésithérapeute, ostéopathe, c'est bon comme ça? C'est parfait. On va juste faire un tout petit peu de rappel avec un peu d'anatomie quand même. Et les vertèbres cervicales, nous en avons 7. Elles se répartissent entre la base du crâne jusqu'en haut du tronc du thorax. Et vous avez les deux premières, l'atlas et l'axis, qui ont une morphologie un tout petit peu particulière. On les voit ici à gauche. Elles sont beaucoup plus ovales, beaucoup plus aplaties. Ce sont elles qui permettent le mouvement de la tête de la gauche vers la droite. En revanche, les 5 du dessous, elles, ce sont celles qui permettent la flexion vers l'avant ou encore vers l'arrière. Comme les autres vertèbres, vous allez voir tout de suite, celles du rachis cervical abritent en leur sein ici le canal rachidien avec la moelle épinière, et de là émergent des racines nerveuses qui vont évidemment aller innerver la partie supérieure du corps. Et puis entre chaque vertèbre cervicale, il y a, comme ailleurs, un disque intervertébral. Un disque intervertébral, on va le voir apparaître juste ici. Ça ressemble un peu à un coussin dont tout le pourtour, toute la périphérie est fibreux, et l'intérieur, lui, est une sorte de matière cartilagineuse ou plutôt gélatineuse d'origine embryonnaire. C'est lui qui va absorber les chocs entre les deux vertèbres et qui va permettre de donner toute sa continuité à l'axe vertébral. Alors, on prend vos questions tout de suite. On va commencer avec celle-ci. J'ai eu une importante entorse cervicale dans un grave accident de voiture. Depuis, j'ai souvent d'importantes migraines. Est-ce que ça peut être lié? Alors, la réponse est difficile comme ça. Une des caractéristiques des douleurs cervicales, c'est leur capacité à irradier à distance. C'est-à-dire que les douleurs qui viennent du cou peuvent irradier vers la tête, vers les bras, vers le haut du dos. Donc, c'est des douleurs qui vont souvent très à distance du cou, et donc des maux de tête sont possibles. Alors après, les gens ont souvent tendance à confondre migraine et céphalée, qui sont, d'un point de vue médical, deux choses totalement différentes. La migraine étant une maladie neurologique vasculaire, les céphalées sont des douleurs beaucoup plus vagues et moins bien définies. Donc des maux de tête, des céphalées, après ce qu'on appelle dans le langage populaire le coup du lapin, c'est-à-dire l'entorse cervicale, c'est le nom scientifique, sont tout à fait possibles, et tout à fait le lien est tout à fait plausible. Et quand vous dites que ça peut irradier vers le bras, est-ce qu'éventuellement on peut avoir des douleurs au niveau de la main, par exemple, et pas au niveau du bras? Est-ce que ça peut sauter, par exemple, le bras et aller vers le membre? Ça peut être une douleur en pointillé, qui fait mal seulement au niveau du coude ou vers le doigt. L'important, c'est que quand ça vient du cou, ça irradie en général vers un seul doigt, et non pas dans toute la main de façon diffuse. Monique nous dit qu'elle a une arthrose cervicale importante avec une sensation d'ébriété en position debout. Est-ce que c'est une réaction aux douleurs cervicales? Alors les sensations d'ébriété, c'est des sensations qu'on appelle vertigineuses en fait. La responsabilité du cou dans les vertiges comme ça est très débattue. Il n'y a rien de certain. Il y a peut-être une possibilité effectivement d'une certaine sensation d'instabilité, mais ça n'est pas le cas le plus fréquent. Difficilement. Elle me demande quel professionnel il faut consulter pour les douleurs cervicales, et je me demanderais si vous voyez souvent de prime abord des patients qui viennent d'emblée vous voir. Est-ce qu'il faut toujours passer par un médecin? Je pense que c'est préférable quand on a mal au cou. Après, le médecin peut éventuellement renvoyer son patient sur un kinésithérapeute, sur un praticien de thérapeutique manuelle, ostéopathe ou chiropracteur. Voilà, tout est possible. Mais je pense qu'il vaut mieux commencer par le médecin. Et vous en avez qui viennent vous voir en première ligne? Alors comme moi j'ai les deux casquettes, ça veut dire que je suis à la fois kiné et ostéopathe. En tant que kiné, les patients viennent forcément avec une prescription médicale, donc ils sont déjà passés par leur médecin. Par contre, en tant qu'ostéopathe, ça nous arrive d'avoir des patients qui sautent la case médecin et qui décident de venir nous consulter en tant qu'ostéopathe en première intention. Donc ça arrive. Et vu effectivement tout ce que renferme notre colonne cervicale, c'est pas indiqué qu'un médecin d'abord décide s'il peut y avoir ou pas des manipulations, si c'est pas risqué? Alors on a des types de manipulations qui sont soumises à la législation d'avoir une non-contre-indication de la pratique de l'ostéopathie sur les cervicales. Donc il y a parmi tout l'arsenal thérapeutique dans les techniques qu'on a, on en a qu'on va pas pouvoir utiliser sans examen préalable. Et il y en a d'autres qu'on va pouvoir utiliser qui sont en général les techniques les plus douces. Ça serait du massage, du quoi? Ça va être du massage, ça va être des points de pression sur les muscles qui sont douloureux, ou on va guider le patient pour qu'il fasse lui-même des exercices actifs qui vont le soulager, ou des mobilisations mais assez douces
et en général dans le sens qui va bien, dans le sens qui est non douloureux. J'imagine que ça dépend du contexte. Si c'est quelqu'un qui a un cancer et éventuellement de possibles métastases osseuses, on ne mobilise pas comme ça, j'imagine bien. Ouais, alors évidemment, l'idée c'est qu'avant on fait une anamnèse, on fait un interrogatoire, on discute un peu avec le patient. S'il y a des drapeaux rouges, s'il y a des signes qui sont alarmants, dans ce cas-là, on peut couper. Ça arrive de temps en temps malheureusement d'avoir quelqu'un où on suspecte que ce soit un peu plus grave qu'une cervicalgie commune, et dans ce cas-là, on lui conseille de retourner voir son médecin. Alors Abel pose une question justement sur l'ostéopathie. Mon ostéopathe me fait craquer les cervicales à titre préventif. Est-ce que c'est une bonne solution? C'est une bonne question. À titre préventif, je pense que c'est un intérêt qui est très limité. De manière générale, quand on manipule, donc quand on fait craquer les cervicales, déjà c'est une technique qu'on utilise, c'est pas la technique qu'on utilise le plus fréquemment en ostéopathie. En général, c'est quand on estime qu'il y a un intérêt et qu'il n'y a pas de risque. Et ensuite, on ne le fait pas de manière très répétée. Donc quand on va voir un praticien qui le fait de manière régulière, c'est qu'il y a souvent la question à se poser, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à faire pour prévenir la cervicalgie et la chronicisation, notamment le renforcement. On regarde un petit sujet. Oui, Marina, lorsque les douleurs aux cervicales sont récurrentes et importantes, on parle de cervicalgie chronique. Vous avez cité ce mot à l'instant. Elle est souvent majorée par une mauvaise posture. Pour soulager les patients, le kinésithérapeute intervient manuellement. Il délivre aussi de bons conseils. Mélanie Morin et Marc Lavastrou ont enquêté dessus. Regardez. Entre le cumul de stress et une mauvaise posture derrière l'ordinateur, Aurélien présente une douleur cervicale récurrente. Quoi de neuf? Toujours mes douleurs là, au niveau du coude, d'épaule. Okay. C'est vraiment une douleur plutôt lancinante qui est comme assez musculaire finalement, assez profond et qui descend vraiment dans l'épaule. Ça? Un peu plus bas. Voilà, là. Ici. Ouais. Celui-là, c'est un point gâchette. C'est un endroit où tes fibres musculaires, qui normalement sont comme ça, d'accord? Elles vont venir s'entrelacer et être dans un état de contraction tel que dès que tu viens mettre un point de pression, là sur le nœud, ça crée une irradiation sur le trajet du muscle. La cervicalgie, il faut éviter de la laisser s'installer dans le temps parce que les muscles vont augmenter en tension, se rétracter, ce qui va encore diminuer les mobilités et les patients rentrent dans un cercle vicieux où les mobilités diminuent, les douleurs augmentent et ils s'en sortent pas. Pour tenter de dénouer le fameux point gâchette à l'origine des douleurs, le kinésithérapeute mobilise en douceur les muscles autour du cou. Voilà, essaye de laisser tomber la tête, relâche-toi. Il amène aussi le patient à tourner légèrement la tête pour accentuer ce relâchement. Et je vais venir stimuler la zone, tout doucement comme ça, jusqu'à ce que le point cède quasiment totalement. Voilà, il commence à céder. C'est un petit peu moins tendu. Il y a encore des tensions. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, la manipulation ne suffit pas à soulager le patient. Le kinésithérapeute utilise donc une autre méthode pour viser précisément les fibres musculaires encore nouées. Je vais venir stimuler ce point gâchette directement avec une aiguille toute fine qui est comparable aux aiguilles d'acupuncture. Tu vas sentir le pic à travers la peau. Allez, je traverse la peau. Dès qu'on touche une fibre qui est complètement contractée, avec l'aiguille, elle a un réflexe où elle se contracte vite, puis elle se relâche. Voilà. Vous avez senti le réflexe là? Ça va? Allez, j'ai presque fini, parce que le point il réagit quasiment plus. Comme pour Aurélien, quand la cervicalgie est aiguë et quasiment chronique, 1 à 2 consultations hebdomadaires sont parfois nécessaires. À terme, l'objectif est d'amener le patient à adopter une meilleure posture pour soulager durablement son cou grâce au renforcement musculaire. Ça m'a permis d'éviter de retrouver régulièrement ces mêmes douleurs. C'est une espèce d'apprentissage finalement des bonnes façons de se tenir et puis de travailler ces types de douleurs. Aurélien devra penser à bien se grandir et à se gainer au quotidien pour protéger son dos et ses cervicales. Il reverra son kinésithérapeute dans 10 jours. On parlait du recours au kiné-ostéopathe avant de voir un médecin ou pas, mais déjà, quand est-ce qu'on va voir un rhumatologue? Quand est-ce qu'on voit son médecin traitant? À partir de quand il faut aller consulter un rhumatologue pour ces douleurs-là? Je pense que dès que la douleur tend à s'installer dans le temps,
c'est la raison majeure de consulter un spécialiste. Les autres raisons, c'est quand la douleur a une tonalité un petit peu inhabituelle. En particulier, les douleurs qu'on appelle, nous, inflammatoires, c'est-à-dire des douleurs qui tendent à vous réveiller la nuit, qui tendent à être très fortes le matin et à s'améliorer dans la journée avec le mouvement. Ça n'est pas quelque chose de banal et ça nécessite des examens, en particulier des examens d'imagerie, voire dans certains cas une prise de sang. Donc c'est les deux circonstances. Et le fait que par exemple ça irradie au niveau d'un bras ou d'une main, c'est pas un facteur éventuellement de gravité? Alors ça, je pense que le généraliste peut prendre ça en charge dans un premier temps. Maintenant, dès que ça s'installe dans la durée, effectivement, il faut consulter un spécialiste. Question de Ninon. Que pensez-vous des appareils de massage simulant un pétrissage? Est-ce que ça n'est pas mieux de s'automasser les trapèzes? Pétrissage, S'automasser les trapèzes, c'est pas évident non plus. non, faut être souple. Ouais. Alors s'automasser les trapèzes, c'est un peu difficile, encore qu'on puisse le faire avec une main. Par exemple, sous la douche, ça peut être pas mal avec l'eau chaude qui coule sur les trapèzes, parce que le chaud a tendance aussi à relâcher les muscles. Quand on vit en couple, on peut demander à sa moitié de le faire. On peut tout à fait, ça peut aussi être un moment sympa, encore que quand on a mal au cou, on est un peu limité. Mais Les appareils de massage? les appareils de massage, ça peut être intéressant. Après, il y a des gens qui aiment bien et il y a des gens qui n'aiment pas. Donc, si on arrive à être relâché, que c'est un moment agréable, ça va relâcher la musculature. Si on a tendance à être un peu crispé, un peu contracté, ça risque de faire l'effet inverse et on n'aura pas le bénéfice de l'appareil. Donc, je pense que ça dépend un peu des goûts. Il faut peut-être essayer avant d'acheter. C'est un intérêt, tous ces appareils chauffants, tous ces coussins chauffants. Le chaud fait du bien dans les cervicalgies aiguës. On conseille souvent aux patients de mettre quelque chose de chaud ou d'acheter des petits packs chauffants qu'on met au micro-ondes. Ça a un effet antalgique, effectivement, donc c'est acceptable. Leur demande quel sport pratiquer pour protéger ses cervicales, pas le rugby? Un sport pour protéger les cervicales, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un. Tous les sports présentent dans la vie quotidienne, on a un risque de se faire mal, donc je ne crois pas qu'il y ait un sport pour protéger les cervicales. Par contre, il y a des sports qui sont, à mon avis, contre-indiqués en cas de période aiguë de douleur cervicale. C'est tous les sports où il y a une rotation rapide du tronc, comme le tennis, par exemple, ou le ping-pong, le sport de raquette, qui ne sont vraiment pas indiqués du tout. Le golf, c'est pareil, il y a des mouvements de torsion qui sont... Martine voudrait savoir que faire pour calmer les douleurs cervicales et les maux de tête traités par une infiltration sans grand résultat. C'est une vaste question. Vous avez une heure. Oui, Il y a juste une infiltration. Oui, l'infiltration n'est qu'un des traitements. Il y a beaucoup d'autres traitements, donc on peut tous les passer en revue, mais c'est un petit peu difficile. A priori, les maux de tête, les maux de cou, il y a une composante d'inflammation, peuvent répondre positivement aux infiltrations. Si cette composante est absente, s'il n'y a pas d'inflammation, l'infiltration ne va pas marcher. Et à ce moment-là, on retombe dans le cadre de la cervicalgie commune. Peut-être juste rappeler ce que c'est qu'une infiltration. Alors, c'est une piqûre, mais on met l'aiguille à un endroit précis qui est l'endroit d'où vient la douleur. Donc ça s'oppose à une piqûre intramusculaire qui vise simplement à ce que le médicament diffuse dans tout l'organisme. Et on injecte là, on des cherche, corticoïdes, généralement. on injecte en général de la cortisone, et là, on cherche au contraire à être au plus près possible de la cible. Cette question de Rachel, avant qu'on parle de chirurgie, je souffre de névralgie d'Arnold chronique. Je ne suis soulagée que par de puissances antalgiques. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? On rappelle ces névralgies d'Arnold. Oui, le nerf d'Arnold, c'est un nerf qui part du haut du cou et qui monte derrière la tête, à peu près jusqu'à ce qu'on appelle le vertex, c'est-à-dire le milieu du crâne. Et souvent, les névralgies d'Arnold sont d'origine cervicale, viennent du cou. Et donc, les traitements du rachis cervical, donc ça peut être des traitements manuels, ça peut être des infiltrations, et puis il y a tout un tas de conseils de posture à donner également qui sont importants. Parce que donc il n'y a pas que les antalgiques. Il n'y a pas que les antalgiques, bien sûr. On va parler un peu de chirurgie, parce qu'avec l'âge ou à la suite d'un traumatisme, les disques intervertébraux, on vous les a montrés tout à l'heure, ils peuvent se déformer. Les nerfs issus de la moelle épinière et circulant entre les vertèbres sont alors comprimés, on appelle ça une hernie cervicale. Les maux de tête, la raideur de la nuque, la difficulté à mobiliser le cou, les douleurs qui irradient dans le bras, tout ceci peuvent être les conséquences de ces hernies qui deviennent au fur et à mesure invalidantes. Et dans ce cas-là, on parle de névralgie cervico-brachiale. Il existe une solution radicale pour extraire le disque défectueux, c'est la chirurgie. Camille Leclerc, Alexandre Delaval et Isabelle Gastebois ont assisté à cette intervention délicate. Attention, image de chirurgie. Depuis un accident survenu il y a plus d'1 an, cette patiente souffre de douleurs incessantes au cervical qui irradient aujourd'hui jusque dans son bras droit. Antalgique, anti-inflammatoire, kinésithérapie, de nombreux traitements ont été mis en place sans succès. Sur l'IRM, on se rend compte que donc là vous avez derrière c'est la nuque ici, là vous avez le menton.
Donc c'est l'arrière, c'est l'avant, et là vous avez les vertèbres cervicales et on voit qu'à cet endroit-là, juste là, il y a une hernie discale qui est responsable des douleurs dans la patiente. Donc l'objectif est de retirer la totalité du disque, de retirer la hernie qui se situe dans le canal, et ensuite d'immobiliser les deux vertèbres l'une avec l'autre grâce à une petite cage et à une plaque vissée. L'intervention se déroule sous anesthésie générale. Le chirurgien incise à l'avant du cou sur seulement 3 cm, puis se fraye un étroit chemin jusqu'au cervical. Il faut que je passe à proximité de la carotide et de la veine jugulaire, et qu'ensuite je trouve le plan qui va me permettre d'accéder derrière l'œsophage et derrière la trachée, avant d'arriver sur la colonne. L'objectif, atteindre l'espace entre la 4e et la 5e vertèbre. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le devant du disque, et c'est ce que je vais retirer totalement pour aller au contact de la moelle épinière. Et là, ici, ce sont les muscles qui sont tout le long de la colonne, de part et d'autre, que j'ai ouvert comme un rideau pour pouvoir accéder à mon disque. Donc là, j'incise le disque. Ce disque est une surface molle que le chirurgien ne peut pas retirer en entier. Pince à disque, s'il vous plaît. Alors petit à petit, il l'émiette pour l'extraire en de tout petits fragments. Je vais prendre l'écarteur de Caspar, s'il vous plaît. Cet écarteur permet d'agrandir l'espace entre les deux vertèbres pour pouvoir aller au plus profond du disque. Ce qu'il faut, c'est tout nettoyer jusqu'à ce que les structures anatomiques soient parfaitement visibles de droite à gauche. Et à ce moment-là, on peut alors affirmer que la hernie est sortie. Ce geste est extrêmement délicat, car le chirurgien doit atteindre la moelle épinière sans la toucher pour ne pas engendrer de lésions neurologiques. Donc en fait, vous voyez l'ouverture totale du disque. Le chirurgien va désormais combler cet espace à l'aide d'un implant. Ça, c'est la prothèse qui est fixe, donc ça s'appelle une cage, qui va venir à la place du disque, que je vais implanter entre les deux vertèbres. À l'intérieur, on a mis de l'os de pharmacie. Et c'est grâce à cet os artificiel que l'implant sera définitivement soudé sur les vertèbres qui l'entourent d'ici 6 à 8 mois. Pour renforcer la fixation et éviter l'expulsion potentielle de l'implant, le chirurgien visse ensuite une plaque sur les deux vertèbres. Tout est verrouillé. Avant de suturer, le chirurgien réalise une radiographie pour s'assurer du bon positionnement du dispositif. On voit bien que l'ensemble du matériel implanté, c'est une cage, une plaque et 4 vis. La patiente rentrera chez elle dès demain, avec autour du cou une minerve à visée antalgique. Les douleurs au cervical devraient peu à peu s'estomper. Une visite de contrôle est prévue dans 1 mois. On sait qu'au niveau de la colonne lombaire, on opère de moins en moins, on est de plus en plus prudent avant d'opérer. C'est pareil, j'imagine, pour la colonne cervicale. Alors c'est même, je dirais, encore pire, entre guillemets. On opère très peu de hernie. Le pourcentage de hernie qu'on opère est très faible. Je ne peux pas vous donner de chiffres, mais il est beaucoup plus faible qu'au niveau lombaire. D'accord. Alors pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une chirurgie qui n'est pas aussi simple que la chirurgie lombaire, d'abord. Et deuxièmement, les hernies ont une tendance naturelle à régresser, pas toutes, évidemment, malheureusement, mais une majorité de hernies discales disparaissent avec le temps. En quelques mois, souvent, la hernie se déshydrate et disparaît. Il faut être Donc, patient, en fait. il faut être patient et on table beaucoup, nous, sur cette évolution naturelle. Cyril voudrait savoir ce que vous pensez des t-shirts qui maintiennent le dos droit. Alors c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas déjà? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est intéressant que vous me posiez la question parce que on nous pose de plus en plus la question, les patients. Donc, par curiosité, j'en ai porté un pendant 1 mois. Et alors? C'est un t-shirt compressif avec des bretelles intégrées dans le t-shirt qui permettent de tirer un petit peu les épaules en arrière. Je pense que ça a été surtout conçu pour les lombalgies plus que les cervicalgies, donc les douleurs du bas du dos. Mais comme ça tire un petit peu les épaules vers l'arrière, pour les gens qui ont tendance à s'enrouler, ça fait un rappel qui est assez désagréable. Donc on est obligé de se tenir un peu plus droit quand on porte le t-shirt de manière mécanique tout simplement. Et du coup pour les gens qui ont tendance à avoir la tête en avant, ça peut avoir un petit intérêt. Je veux dire que c'est surtout, je pense, pour une prise de conscience pour les gens qui ne se rendent pas compte. Donc il faut qu'ils se mettent au sport. Et dans ce cas-là, ils auraient clairement intérêt, je pense, à se renforcer un petit peu les cervicales et le dos. Ça se porte que le jour, oui, pas se porte que le jour. Une fois qu'on est allongé, normalement, ça va. Chris a un pincement au cervical. Il veut savoir s'il peut porter constamment une minerve et est-ce qu'il faut la garder 5 jours minimum? Alors là, c'est une question difficile, parce qu'un pincement au cervical, je crois qu'à partir d'un certain âge, tout le monde a un pincement au cervical, en particulier entre la 5e et la 6e, le disque a tendance à se tasser avec le temps.
Donc, faire le lien avec la nécessité de porter un collier ou une minerve, c'est un petit peu difficile. Hein. Je ne connais pas la pathologie dont elle se plaint. Mais est-ce que, en dehors de ce cas-là, porter très régulièrement une minerve, c'est une bonne chose? Est-ce que c'est... Non, la minerve a une indication quand il y a une fracture, par exemple, ou une entorse. À ce moment-là, c'est pour une période qui ne doit pas dépasser 2 mois et demi, 3 mois. En ce qui concerne les douleurs simples, sans fracture, les indications sont beaucoup plus rares. Les colliers, on les conseille pour quelques jours en cas de torticolis aiguë ou de névralgie cervico-brachiale aiguë. Parce que les muscles s'atrophient, sinon ça dure trop longtemps ou pas? Oui, enfin c'est surtout la douleur qui atrophie les muscles, c'est pas tellement le port du corset. Mais disons qu'actuellement, on tend beaucoup à dire aux gens de bouger, de rester actifs, et donc le fait de porter un collier, va un peu contre ce but. Alors si c'était vraiment efficace, on dirait bon, ça vaut le coup, mais l'efficacité est modérée quand même, hein, voire même tout à fait insuffisante. Ça a l'inconvénient de renforcer les gens dans leurs conditions de malade, et c'est pas forcément une bonne chose. Joël demande quel bienfait attendre des séances de traction cervicale avec une machine. Alors je crois que les tractions cervicales se font beaucoup moins maintenant. Ça avait connu une grande vogue il y a une trentaine d'années, je dirais. On espérait traiter des hernies discales, des disques qui sortent un petit peu. L'effet est modéré. Maintenant, chez tel ou tel patient, ça peut fonctionner correctement, bien sûr. Jackie demande si le fait de porter des semelles orthopédiques peut aider à réduire les douleurs cervicales. C'est une bonne question. Je pense que de manière générale, ce que je recommande à mes patients, en tout cas, c'est que ça peut valoir le coup d'essayer s'ils ont des douleurs qui ont tendance à s'installer, dont ils ont du mal à se départir avec les traitements classiques, et si ça apparaît quand ils sont debout ou à la marche, parce que c'est là où les semelles peuvent fonctionner. Si on a des douleurs quand on est assis ou quand on est allongé, il y a peu d'intérêt à avoir des semelles orthopédiques. Eugénie, les benzodiazépines sont-ils une bonne solution en plus de la kiné pour soulager les douleurs cervicales, se traduisant par une raideur? Une bonne solution. Alors les benzodiazépines, c'est le Valium, ce qu'on appelle le Valium. C'est un anxiolytique et qui agit par le biais d'une décontraction musculaire. Le problème, c'est que c'est un médicament qui est très addictif. Et donc, il est très difficile de le proposer pour des périodes qui dépassent 2 semaines. Donc, pour une crise aiguë où il y a des contractures importantes, on peut en prescrire. C'est pas très usuel, mais il ne faut pas dépasser 1 semaine ou 2 de prescription. Après, c'est très difficile de l'arrêter. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Demain, on va parler du reflux et du reflux gastro-œsophagien. Vendredi, il sera question des légumes d'hiver. Aucun rapport. Faisons-nous plaisir. Et voilà, l'émission de vendredi étant enregistrée demain matin, on attend ces questions dès à présent. Et puis sachez que mercredi, c'est aussi Ça ne sortira pas d'ici, l'émission de Michel Simès sur France 2, qui ce soir accueille Isabelle Mergo, François-Xavier Demaison et Inès de la Fressange. C'est à 22h40, donc juste après la fiction. On se retrouve demain. Passez une très bonne après-midi. À bientôt.